biologie. Je ne suis pas écologue ou même activiste euh, très très engagée sur la question de la biodiversité. Je pense peut-être simplement me présenter en chrétienne, urbaine, travaillant dans la ville, vivant dans la ville et depuis quelque temps interpellée par la question de mon rapport au vivant dans la ville. Et c'est de ce point de départ-là que je me situe pour échanger avec vous ce soir. Donc, je vais vous partager mon écran. Euh, Vous allez me confirmer. Ah, je tombe sur cette slide toute précise là. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Hop. Ouais, je le passe en diaporama et ça devrait être tout bon. Un petit peu de temps, désolé. Est-ce que ça va de votre côté? Ouais, c'est bon? Super. Donc, un échange autour de l'invitation à prendre soin, qu'a revêtu pour moi ce sujet de la biodiversité urbaine depuis quelques temps, et je vais être complétée par Joël qui se présentera le moment venu. Alors, tout d'abord, vous dire que il y a 3 ans maintenant, j'ai atterri dans la belle ville de Saint-Étienne. Euh, Saint-Étienne, qu'on connaît beaucoup pour son passé minier, une ville qu'on appelle la ville noire. Et moi, je débarquais complètement, donc j'attendais pas grand-chose sur le plan esthétique ou même naturel dans cette ville. Et pourtant, j'ai fait une grande découverte, euh, la présence d'une espèce totalement extraordinaire, les martinets. Alors je dis espèce, bon, les spécialistes peuvent me dire, oh mais non, les martinets, c'est une famille, apodidés, tout ça, tout ça. Moi, ce que j'ai découvert, c'est le concept du martinet à Saint-Étienne, qui revêt plusieurs formes, puisqu'il y a 3 espèces qui passent à Saint-Étienne, dont une que vous voyez en bas à droite de ma slide, qui est le martinet à ventre blanc, et qui est une colonie assez exceptionnelle à Saint-Étienne, probablement celle la plus représentée en France. La LPO dit que c'est la première colonie de France qui niche à Saint-Étienne. Et donc, je me suis fait surprendre parce que je suis arrivée en hiver à Saint-Étienne, et à partir d'avril, dans le ciel, et dans mes oreilles, j'ai entendu des sons matin et soir, des poursuites sifflantes, des vols incroyables de colonies de martinets, de nuées d'oiseaux euh, au bord de mes fenêtres. Et j'étais complètement saisie par la beauté et la générosité de cette présence dans mon quotidien. Et donc, je me suis un petit peu intéressée à cet animal que j'avais jamais considéré avant. Euh, donc, je vais vous proposer de le découvrir un petit peu avec moi, si vous ne le connaissez pas déjà. Vous pourrez largement compléter ce que je raconte, peut-être dans la partie plus discussion. Et puis après, à partir de ce que j'ai vécu en découvrant le martinet, tirer le fil un peu de ce que ça m'a montré, ce à quoi ça m'a, ce sur quoi ça m'a touché sur le plan plus spirituel. Et puis de faire aussi un petit pas de côté en s'interrogeant sur cette biodiversité urbaine. Qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui, à la fois les vertus, tout ce qu'elle nous apporte, tout ce qu'elle, elle, la manière dont elle enrichit elle est utile à la vie sur Terre, et en même temps, comment est-ce qu'elle est menacée, et que c'est important aussi de considérer notre rapport à la biodiversité au quotidien dans les villes. Donc, le martinet, vous l'aurez compris, alors je vais peut-être me focaliser sur une espèce de martinet qui est celle que vous êtes le plus à même de trouver, c'est celle du martinet noir, donc Apus apus. Euh, mais voilà, il existe d'autres espèces, en particulier 3 espèces, donc le martinet noir, le martinet à ventre blanc, mais aussi le martinet pâle qu'on peut voir en France, et d'autres encore, mais je vais peut-être plutôt me concentrer sur le martinet noir puisque c'est l'espèce que vous serez le plus à même de croiser. Donc, c'est la famille des apodidés. C'est une espèce qui fait entre 15 et 18 centimètres d'envergure, de taille, pardon, avec une envergure bien plus importante, puisque vous le voyez là sur la photo. C'est une espèce avec de grandes ailes en forme de faux, euh,
Et c'est une espèce vraiment faite pour voler. Elle passe sa vie en vol, elle se reproduit en vol, elle mange en vol, elle dort en volant. Donc en fait, c'est une espèce qu'on voit rarement poser. Et d'ailleurs, son nom, son étymologie grecque, donc apus, vient du grec apus, qui veut dire sans pied, puisqu'en fait, elle a des toutes petites pattes qu'on appelle agrippantes, qui lui permettent de s'accrocher à des parois, mais vous verrez pas un martinet marcher ou courir, bien sûr. Et même si vous le voyez tomber, potentiellement, il a besoin d'aide pour repartir en vol, puisque c'est vraiment une espèce de vol. Euh, Vous voyez un petit peu sa distribution, son aire de distribution. C'est une espèce qui est quand même assez présente en Europe et qu'on voit. Alors là, je ne sais pas si c'est tout à fait représentatif cette carte, parce qu'elle vient nicher en fait en Europe et elle migre en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Donc on la verra peu en Océanie et dans les Amériques, mais chez nous en Europe, on la verra aussi dans l'Est de l'Europe, et on la trouvera plutôt à la saison froide chez nous en Afrique. Et donc en France, c'est une espèce qu'on est amené à voir entre avril et septembre. Elle arrive en avril, elle niche. On l'entend chasser le matin, on la voit chasser, on l'entend chasser, on les voit monter dans les hauteurs quand il y a des nuages, parfois frôler les bâtiments. Euh, et puis finalement repartir après les beaux jours. À l'origine, le martinet noir nichait dans les falaises, mais s'est mis à nicher aujourd'hui dans les villes, dans les cavités des bâtiments, donc dans les interstices, euh, dans les fissures. Et donc on dit que c'est une espèce qui est inféodée au bâti. Donc elle a besoin aujourd'hui du bâti pour pouvoir euh, avoir son habitat dans les villes. Euh, Donc c'est assez fascinant, hein, cette idée que cette espèce dort en vol quand même, se nourrit en vol, s'accouple même en vol et en fait se pose presque que pour nicher, couver et repartir le moment venu. Ce qui fait que même esthétiquement, quand on voit un martinet de près, c'est un peu impressionnant parce que c'est presque un physique aérodynamique, quoi. C'est pas pensé pour la photo, c'est plutôt pensé pour voler, quoi. C'est un grand migrateur, donc il passe une partie de l'hiver en Afrique. Pourquoi? Pour fuir les températures froides de chez nous, pour trouver aussi les insectes qu'il y aura moins chez nous. Et c'est un gros mangeur d'insectes en tout genre, plutôt des petits insectes, mais il en mange une quantité impressionnante. Et donc c'est aussi quelque part un auxiliaire du quotidien, puisqu'il vient manger une partie des moustiques et autres insectes qui sont par chez nous. Euh, c'est quoi le vécu du martinet? Euh, il y a quand même des menaces qui pèsent sur lui, et la première, la menace essentielle, c'est la perte de son habitat, puisque comme il dépend du bâti euh, pour pouvoir nicher, et qu'il est très fidèle à son lieu d'habitat, donc il va revenir jusqu'à 15 ans sur le même lieu d'habitat, quand il y a des rénovations, notamment rénovations par l'extérieur, ou voilà, lutte contre le, enfin, tous les travaux d'isolation qu'on peut mener et qu'on masque ces fissures, qu'on vient boucher les trous, etc. C'est typiquement la menace numéro un pour le martinet, puisqu'il n'aura plus son lieu d'habitat. Et donc il y a tout un défi dans la stratégie de rénovation et même de rénovation énergétique, donc avec l'idée de préserver le vivant et d'être dans des bâtiments qui sont sobres, de pas menacer l'existence même de cette espèce. Et c'est pour ça qu'elle est si présente, abondante à Saint-Étienne, c'est que voilà, le bâti un peu ancien, non rénové à Saint-Étienne, ça on en a, il n'y a pas de souci. Et donc cette espèce se trouve de quoi vivre. C'est une espèce qui vit assez longtemps, 21 ans, pour un oiseau, et qui est fidèle en amour, donc qui reste le même couple toute la vie, donc pour la petite anecdote. Voilà, donc le martinet noir, c'est quand même une espèce qui est en déclin en France. La population, elle a diminué de 40% dans les 10 dernières années. Donc c'est quand même, voilà, pour faire écho à ce que tu disais aussi, Rachel, il y a quand même voilà, le constat, il est quand même sombre pour le vécu de cette espèce. Et, euh, et j'avais envie de vous raconter un petit peu la différence entre ces deux martinets, parce qu'ils sont quand même pas mal différents. Donc le martinet noir qu'on retrouve pas mal en France quand même, mais le martinet à ventre blanc qu'on trouve moins. Donc la plus grande colonie qui se trouve en France, c'est à Saint-Étienne. Donc une invitation à venir la voir euh, avec vos yeux. Et l'idée aussi que face à cette menace, il y a eu une politique publique qui a été mise en place, un plan de sauvegarde qui a été voté, donc en partenariat avec la LPO. Il y a eu tout un travail qui a été fait auprès de la collectivité locale pour sauvegarder l'espèce. Et donc à la fois mieux la connaître, donc état des lieux, cartographie, synthèse des données,
et voilà, combien y a-t-il de lieux de nidification à Saint-Étienne, quelles sont les pratiques. Euh, Étudier aussi ce qui se fait ailleurs pour l'adapter, donc pose de nichoirs, repenser comment on rénove les bâtiments. Et enfin, communiquer et aussi améliorer sur la prise en compte de l'espèce. Il y a eu même un temps une réflexion sur faire du martinet l'emblème de Saint-Étienne. Bon, on se rend compte que le foot a encore un peu trop sa place dans l'emblème de Saint-Étienne. Et il y a toujours des espoirs que le foot revienne un peu sur le haut du panier en termes de performance. Mais ce ne sera pas tout à fait le martinet, l'emblème de Saint-Étienne demain, mais c'est sûr que c'est assez structurant d'avoir une espèce comme ça qui est la première colonie de France dans une ville qui finalement se fait beaucoup plus accueillante que ce qu'on peut imaginer de prime abord euh, pour une espèce. À partir de là, moi, ce que ça m'a invité à considérer cette expérience, c'est qu'est-ce que Dieu me disait à travers ce moment où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur cette beauté de cette création, sur cette résilience aussi d'une espèce qui arrive à, à, à- à voyager plus de 10 000 kilomètres dans ses migrations, à s'alimenter alors qu'on sait que la quantité d'insectes est en chute libre, euh, à être fidèle, à maintenir une connaissance de son habitat, à revenir chaque fois au même endroit pour nicher. Euh, voilà. Et j'avais envie de vous partager ce texte dans Matthieu 6, 26, 34, qui nous invite à regarder les oiseaux du ciel et qui peut-être nous donne quelques enseignements pour euh, considérer ce vécu de notre quotidien, ce vivant à notre porte, devant nos fenêtres, sur nos trottoirs, qui peut-être nous dit quelque chose de Dieu. Je vais lire rapidement ce passage et juste vous dire quelque chose qui m'ont parlé. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller, tout cela les païens le cherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors, ce passage, pour moi, au-delà du fait que c'est quand même intéressant de se rappeler que à chaque jour suffit sa peine est tiré de ce passage et que c'est devenu quand même une référence pour tous et toutes, mais ça vient d'ici. Euh, Ce qui m'a beaucoup parlé dans ce passage, c'est déjà cette invitation à observer autour de nous, à lever la tête, à tendre l'oreille, à regarder ce qui peut relever de l'enseignement dans ce vivant qui nous entoure, la faune, la flore. Reconnaître aussi la providence de Dieu pour les créatures, c'est-à-dire que il les habille, il les nourrit, euh, il prend soin d'eux, et nous encore davantage. Mais ça dit toute sa providence. Reconnaître aussi cet appel à chercher à vivre plus son royaume qui passe par cet émerveillement et le constat de sa grandeur et de sa providence, plus que ce qu'on peut être amené à vivre dans une vie urbaine. Et moi, ça m'a quand même interpellée sur mon rapport aux contingences matérielles et la place que peut prendre la consommation et un peu la logique de, pas de prédation, mais au moins de satisfaction des besoins qui prend beaucoup de place dans cette vie urbaine. Et en même temps, bah, une partie de mes besoins réside peut-être dans le fait de juste contempler, lever la tête et observer ces enseignants que peuvent être les espèces du quotidien. Et de considérer que cette création, elle est peut-être simplement le théâtre de l'action de Dieu, et que si j'y prête l'oreille, je vais pouvoir vraiment recevoir quelque chose euh, du Dieu vivant qui me rejoint dans ma réalité urbaine. Quand on parle de biodiversité urbaine, euh, j'avais quand même envie de revenir un petit peu sur cet enjeu, c'est quoi la biodiversité urbaine précisément? Dans les milieux urbanisés, déjà, de quoi parle-t-on? Donc, ce sont les villes, de la ville au village, à la mégapole, auxquelles on rattache tous les espaces qui sont industriels et toutes les voies de communication, les routes, les trains, etc. Enfin, les rails des trains. Et dans cet espace-là, dans ces milieux urbanisés, euh, on détecte, il y a la présence d'une faune, d'une flore, mais aussi de plein d'autres micro-organismes qui nous environnent.
Donc, on peut penser au parc, au toit, au balcon, au trottoir et même au mur, hein. Vous imaginez bien toutes ces petits interstices où la biodiversité est présente. On parle à la fois des espèces cultivées, et là, on peut penser à celles qu'on retrouve partout, type marronnier, celles qui sont domestiquées aussi, chiens, chats, mais aussi les espèces qui sont mi-sauvages, type perruche, rose trémière, qui ont des itinéraires d'avoir été à la fois sauvages et à la fois domestiqués, et des espèces purement sauvages, certains oiseaux, écureuils, hérissons, etc. Euh, Cette biodiversité urbaine, elle a évidemment de multiples vertus. Elle va opérer des services de régulation, à la fois du climat, de la pollution, des inondations. Elle va aussi jouer un rôle de filtration de l'air et de l'eau. Elle opère aussi des services de production, donc on peut penser à la pollinisation, mais aussi à l'agriculture urbaine, tout ce que peut produire cette biodiversité, aussi en termes de matière organique et autres, hein, pas seulement au bénéfice des humains. Mais aussi, cette biodiversité, elle est source de bien-être, de santé physique, psychique et de renforcement des liens sociaux, puisque c'est au cœur d'un parc que se joue tout un ensemble d'enjeux pour notre humanité. Et aussi, c'est prouvé, et c'est dans nos vécus aussi respectifs, à quel point faire une promenade au vert offre un vrai répit, même au cœur d'une ville. Et on sait que c'est particulièrement précieux, la préservation de la biodiversité urbaine dans un contexte de densification, mais aussi de changement climatique pour lutter voilà, à la fois contre le changement climatique et aussi pour améliorer le bien-être des habitants des villes, de la qualité des habitants, de la qualité de vie des habitants des villes. On pourra revenir là-dessus si vous avez besoin, peut-être sur la partie discussion. Je ne m'étends pas, mais c'est sûr que cette biodiversité urbaine, elle, elle propose assez gratuitement un paquet de services dont nous sommes au bénéfice. Et pourtant, et aussi, elle est menacée. Donc voilà, plusieurs menaces qui pèsent sur elle, à la fois la question de l'artificialisation des terres et puis de l'imperméabilisation des sols. Euh, la question de l'usage massif des pesticides, et notamment dans les villes, hein, il y a un peu des angles morts sur la gestion euh, des espaces verts et la part de pollution qui peut en découler. La fragmentation des habitats, donc le cas typique que je vous partageais du Martinet, qui peu à peu voit son habitat menacé par les rénovations, mais aussi parfois entrecoupé, c'est cette notion aussi de fragmentation, que les déplacements des espèces soient affectés par une conception et un aménagement du territoire qui leur est défavorable. La pollution sonore et lumineuse qui affaiblissent la biodiversité en ville, et il y a toute une réflexion sur des trames noires qui permettraient d'avoir une, une, un affaiblissement, voire une disparition des lumières pour préserver tout un ensemble d'animaux, notamment nocturnes, pardon. Des îlots de chaleur qui sont aussi une grosse menace puisqu'il est difficile de s'adapter aux chaleurs qui montent. Et puis aussi la question de la disparition des haies, des mares, des zones en friche qui sont en fait des réserves de biodiversité et des sortes de soupapes pour la biodiversité, pour pouvoir s'alimenter, s'abriter, et qui en fait sont considérés souvent comme soit inutiles, soit nuisibles. Donc une question aussi de comment notre regard évolue, c'est aussi le point d'après. Toute une biodiversité qui parfois est strictement vue comme nuisible, alors qu'en fait, elle fait partie d'un écosystème et elle trouve toute sa place si on réfléchit plutôt en termes de système. Et enfin, certaines espèces, alors, pardon, oui, invasives qui peuvent aussi mettre en danger. Donc parfois des fausses bonnes idées d'avoir envie de planter du mimosa partout, mais qui en fait se révèle être une espèce invasive et vient concurrencer d'autres espèces endémiques et autres. J'ai rien contre le mimosa, hein, mais c'est un exemple comme un autre. Donc, l'idée peut-être pour nous, c'est de réfléchir à quelques pistes d'action qu'on peut avoir à notre portée pour préserver la biodiversité. Donc, au niveau plutôt des collectivités locales, et c'est très important de savoir qu'à partir des années 70, il y a eu quand même vraiment des réflexions sur comment ceux qui nous gouvernent ont un rôle à jouer majeur dans la préservation de la biodiversité urbaine. Donc, il y a eu voilà, des circulaires et après le Grenelle de l'environnement, il y a eu des lois qui ont découlé, et notamment une stratégie nationale biodiversité en 2030 qui comporte un plan nature en ville. Voilà, et qui vont aller porter des projets de trame verte, trame bleue et trame noire pour favoriser les déplacements et les conditions de vie de la biodiversité, conditions d'existence. La question aussi de la végétalisation des villes, sur laquelle on a plus un impact direct. Euh, et donc là, végétaliser avec l'idée qu'on peut vraiment bah,
végétaliser à la fois dans une conception du territoire, d'aménagement du territoire, mais aussi à titre individuel. On peut planter partout et on a potentiellement à notre main, que ce soit chez nous, sur notre balcon, dans notre jardin, si on a un jardin, mais aussi dans les lieux qu'on fréquente, que ce soit l'église et autres, des espaces pour planter, pour permettre de réguler la température, limiter le ruissellement, maintenir les sols en place et puis offrir des abris et des nids à la microfaune. Et enfin, une autre dimension qui est importante et qui est beaucoup portée aussi par des milieux écologistes, de redonner une expérience de nature. Donc à la fois à travers du soin, animaux de compagnie, plantes d'intérieur et autres, qui peuvent être des points de départ pour se reconnecter à la question de la biodiversité. Le jardinage, avec notamment la question des jardins partagés, des jardins communautaires des invitations à installer des nichoirs ou à semer des plantes mellifères près de chez soi ou encore l'observation et l'écoute. Il y a eu pas mal de travaux dans les sciences participatives, on pourra revenir un peu plus tard, pour voilà, encourager les citoyens à faire eux-mêmes des inventaires et à apprendre à regarder et à différencier et à savourer la biodiversité à côté de chez eux. Et puis peut-être une autre dimension pour nous aussi, euh, c'est prier pour être, si on est trop peu sensible, que Dieu nous éclaire sur qu'est-ce qui gravite autour de nous, qu'est-ce qui est voilà, quel regard il veut nous voir adopter sur le vivant autour de nous? Est-ce qu'il veut nous faire changer de regard? Est-ce qu'il veut nous inviter à simplement découvrir? Donc voilà, euh, prier pour reconnaître dans cette biodiversité urbaine la trace de Dieu et son invitation directe à en prendre soin, puisque euh, c'est lui le créateur de toutes ces espèces. C'est lui le grand architecte aussi qui fait que les écosystèmes sont à la fois tellement résilients et en même temps fragiles. Et, et c'est lui qui donne assez confiance enfin, qui a assez confiance en nous pour nous inviter à en prendre soin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et je donne peut-être maintenant la parole à Joël. Ben merci beaucoup, Marine. Alors, du coup, moi, je voulais aussi continuer avec un témoignage un peu personnel d'une expérience de biodiversité en ville. Alors, peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront la jolie ville rose. On voit vu du ciel pourquoi on l'appelle la ville rose. J'en profite pour saluer Anne, qui est aussi toulousaine, qui n'est pas venue ce soir. Et donc, avec un petit groupe local, donc à Rochat-Toulouse, on avait décidé de participer à ce qu'on appelle le City Nature Challenge. Donc, Marine parlait justement de ces initiatives qui impliquent des citoyens pour nous inviter à participer à ce type de programme de sciences participatives pour recenser tout le vivant qu'il peut y avoir dans une ville. Et donc voilà, on a participé à cette initiative. C'est une initiative qui est internationale, hein, qui a lieu tous les ans, à peu près vers la fin avril. Et donc là, ce challenge qu'on avait relevé, c'était donc le 30 avril 2023 déjà. Je crois que ça fait 2 ans, 2, 3 ans déjà. Et si jamais vous participez, en fait, il vous invite à utiliser une application qu'on appelle iNaturalist. C'est quelque chose d'américain à la base, mais c'est une petite appli qui permet de prendre en photo tout ce qu'on voit et puis après, on a une communauté de participants qui peuvent nous aider à identifier l'espèce qu'on a vue. Et donc, on a fait ça, donc avec notre petit groupe d'Arocha Toulouse, on a fait un petit tour. Et puis, on est arrivé ici, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais on est arrivé sur le pont Saint-Michel. Et on a vu pas mal d'espèces. À la fois, qu'en tout, dans notre petite balade, on a vu 27 espèces d'oiseaux. Donc, ça vous dit déjà que même dans une grande ville comme Toulouse, on peut trouver un grand nombre d'espèces. Et puis alors, à un moment donné, on s'est arrêté ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur un petit îlot qui était au milieu de la Garonne. Et puis, du coup, j'étais en train d'expliquer aux gens, donc ça, c'est une photo qui a été prise à l'époque par une des participantes. Et on était en train d'observer ces goélands leucophées qui se reposaient sur cet îlot. Il faut savoir qu'un goéland, c'est un gros oiseau, hein, c'est vraiment c'est peut-être 40 cm de haut, c'est une belle bête. Et tout d'un coup, a surgi du fond de la Garonne une bouche énorme qui a avalé d'un coup un goéland. Donc c'était un silure. Donc c'était pas les dents de la mer, mais presque. Alors, parce qu'en plus les silures n'ont pas de dents, on va dire, c'est les bouches de la Garonne et pas les dents de la mer. Mais c'était vraiment assez. Enfin, on était estomaqué de voir
une scène naturaliste digne d'un programme de la BBC, mais juste devant nos yeux, en plein centre-ville. Et donc voilà, le silure a englouti ce goéland en une fraction de seconde et il n'y avait plus de goélands et ils se sont tous envolés. Donc ça, c'était vraiment une expérience assez incroyable de choses qu'on peut observer au cœur d'une grande ville comme Toulouse. Alors pour donc Marine en a déjà bien parlé hein, de tous ces êtres vivants qui peuvent être en ville. Alors les principaux êtres vivants, c'est Homo sapiens. Là, vous avez un certain nombre de jolis spécimens avec des mâles, des femelles et des individus subadultes. Mais on voit aussi, alors si on pense aux oiseaux en ville, je pense que vous allez tout de suite me dire les moineaux, les pigeons. C'est vrai, il y en a, c'est des espèces qui sont particulièrement euh, adaptées à la vie en ville. Mais je pense que vous êtes conscient qu'il y a plein d'autres espèces. Alors voilà, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez mon animation, mais j'ai mis des espèces qui finalement s'adaptent très bien à la ville. Alors on voit le fameux martinet dont Marie nous a super bien parlé juste avant. Mais peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître d'autres espèces. Alors par exemple, bah, le rouge-gorge, hein, le rouge-queue, c'est des espèces que vous avez citées dans le chat au début. Le merle est aussi une espèce qui s'adapte très bien en ville. Le canard colvert, la corneille, les tourneaux sansonnets, le fameux goéland leucophée ici, les bergeronnettes, les mésanges. Et puis, il y a aussi des espèces exotiques qui se sont très bien adaptées à la vie en ville parce qu'ils trouvent de la nourriture, ils trouvent des endroits où nicher, notamment les platanes. Donc, à Toulouse, nous, par exemple, on a une belle population de perruches à collier et puis, comme on a une grande rivière, on a aussi des milans noirs. Donc, ça, c'est le rapace que vous voyez là. Alors, je voulais partager avec vous un schéma que je trouve assez intéressant parce qu'il résume ce que c'est que d'être un oiseau en ville. En fait, quand on est en ville, par rapport à la forêt ou à la campagne, il y a un certain nombre de choses qui vont être différentes. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir des sources de nourriture différentes. Alors, vous voyez ici, on a des oiseaux qui ont accès à des frites et des graines de tournesol, alors qu'ils n'auraient pas forcément accès à ce type d'aliments. Ils vont avoir peut-être des prédateurs différents. Donc, peut-être qu'à la campagne, ça va être certains prédateurs. En ville, ça va être plutôt des chats. Après, il faut savoir que la ville est souvent un endroit où il y a moins de prédateurs qu'à la campagne. Donc, ça peut être un habitat qui est plutôt propice pour un certain nombre d'espèces. Et puis, il va y avoir d'autres espèces qui vont rentrer en compétition. Là, par exemple, le rat d'égout, alors que ce seraient d'autres espèces qui seraient en concurrence pour la même nourriture. Et après, ben, il y a d'autres choses qui vont changer, hein. Ils vont être en contact avec des microbes avec lesquels ils ne seraient pas forcément en contact, qui sont soit d'origine humaine ou qui viennent des animaux domestiques. Et puis, Marine en a parlé aussi, hein, il y a bien sûr des modifications de l'environnement, comme la pollution de l'air, la pollution sonore qui peut peut-être modifier le comportement de chant des oiseaux, et puis la pollution lumineuse qui va modifier leur rythme biologique, mais aussi peut-être attirer certains insectes davantage ou au contraire avoir un effet répulsif sur certains insectes. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui changent en ville pour un oiseau. Euh, et en fait, il y a pas mal d'oiseaux. Alors, toutes les espèces que je vous ai montrées avant, elles partagent une caractéristique, c'est qu'elles sont généralement très opportunistes, généralistes. Donc, c'est des espèces, celles que vous avez vues sur le diaporama, qui arrivent à s'adapter à plein de nouvelles situations et à manger un peu de tout ce qu'elles trouvent. Alors que des espèces très spécialistes, on va moins avoir tendance à les voir en ville. Et vraiment, elles vont être dans des niches écologiques bien spécifiques. Mais un exemple qui est très connu de comment des oiseaux ont adapté leur comportement pour justement exploiter la présence des humains. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des mésanges, notamment en Angleterre, qui ont appris à percer les bouteilles de lait. Alors avant, en Angleterre, il y avait le laitier qui déposait les bouteilles de lait devant la porte. Et les mésanges ont appris à percer cet opercule. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'apparemment, c'est parti d'un couple et c'est un comportement qui s'est propagé par transmission culturelle, c'est-à-dire c'est d'autres oiseaux qui ont observé ce comportement et ont appris à partir de cet oiseau qui avait appris à percer l'opercule. Donc là, ça montre aussi qu'il y a de la culture chez les animaux et qu'il y a de la transmission d'informations juste en observant le comportement des autres. Ça, c'est assez fascinant. Un autre comportement qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont observé que les moineaux mettaient des mégots de cigarettes dans leur nid. Alors vous allez dire, mais c'est absolument dégoûtant.
Les pauvres, ils sont obligés d'utiliser les quelques objets qu'ils trouvent en ville. Mais en fait, il s'avère que c'était un comportement bénéfique parce qu'en fait, la nicotine qui reste dans ces mégots de cigarettes, eh bien, a un effet répulsif sur tous les petits parasites. Donc, ils mettaient de manière volontaire ces mégots de cigarettes dans les nids pour repousser les puces et tous les autres parasites indésirables. Moi, je travaille sur une population de mésanges dans la ville de Toulouse. Et c'est vrai qu'on voit très bien la différence entre les nids urbains et les nids ruraux, parce que les mésanges utilisent du matériel. Alors souvent, ça va être du feutre ou des produits synthétiques rose fluo. Donc, on trouve des nids rose fluo en ville dans les nichoirs à mésanges. Et une fois, on avait même observé, il y avait un nichoir qui était juste à côté d'un salon de coiffure. Et alors, le nid était rempli de longs cheveux noirs. C'était assez particulier, un peu glauque, je dois dire, de trouver des longs cheveux humains dans un nid de mésange. Mais voilà, ça montre à quel point ces oiseaux s'adaptent aux différentes situations et à la vie en ville. Euh, voilà. Un autre exemple d'adaptation à la vie urbaine, c'est le fait que les oiseaux, on a parlé de la pollution sonore qui pouvait modifier le comportement de chant des oiseaux. Et il y a une étude qui a montré que plus il y avait de bruit ambiant dans une ville, plus les mésanges charbonnières augmentaient la fréquence de leur chant. C'est-à-dire ils chantent plus aigus pour pouvoir être entendus par leurs rivaux pour les mâles ou alors par les partenaires potentiels. Et donc voilà, il y a vraiment une corrélation. Plus il y a de bruit en ville, plus les oiseaux sont obligés de chanter aigus pour se faire entendre. Mais donc c'est encore un exemple d'adaptation à la vie en ville. Et puis, alors pour revenir à ces fameux goélands, il y a un certain nombre d'espèces justement qui vont profiter de toute la nourriture laissée par les humains. Donc là, vous voyez un goéland qui va manger un bout de pain ou voilà, de hot dog. Et puis, bah, ces espèces opportunistes, elles vont aussi profiter de toute la nourriture qui se trouve en ville. Et donc, bah, comme vous savez qu'il y a beaucoup de pigeons en ville, et bah, justement, ces goélands se sont adaptés et vont être des prédateurs de pigeons. C'est aussi le cas des faucons pèlerins. On trouve beaucoup de faucons pèlerins dans les grandes villes parce que justement, il y a cette abondance de nourriture sous la forme de pigeons. Et puis encore une dernière anecdote, je me promenais dans un parc dans Toulouse et puis j'ai vu une scène d'un goéland qui avait attrapé un caneton. C'est pas ma photo, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Donc le goéland a avalé un caneton et puis il y a une petite mamie qui s'offusquait, qui disait oh là là, mais c'est satané goéland qui mange les petits canetons. Et je lui ai juste rappelé qu'en fait les bébés goélands sont aussi très très mignons et ils avaient aussi besoin d'être nourris. Donc j'ai remis un peu les choses en perspective. En tout cas, moi je trouve ça toujours fascinant de voir comment ces espèces peuvent s'adapter. Et il y a des nouvelles interactions proie-prédateur en ville qu'on ne trouve pas normalement ailleurs, hein. Normalement, un goéland ne mange pas un caneton dans un parc, mais c'est un exemple de comment les espèces peuvent s'adapter à la ville. Mais alors voilà, il y a un certain nombre d'adaptations, mais cette adaptation a des limites. Donc il y a aussi, on constate qu'en ville, et ça, Marine l'a un petit peu abordé, que les conditions en ville ne sont pas forcément toujours très faciles pour les animaux. Et là, je voulais juste vous partager l'expérience que j'ai avec un programme de sciences participatives que j'appelle Nichoir en ville, que j'ai lancé dans Toulouse. Et vous voyez ici qu'on a, avec un certain nombre de collègues, on a un gradient. Donc, on a des nichoirs dans le centre-ville de Toulouse, en zone périurbaine et à la campagne. Et donc, un des buts de nos programmes de recherche, c'est justement de comparer les conditions de vie des oiseaux en ville et à la campagne. Et alors, ce qu'on constate, c'est assez marquant. Ça, c'est une photo qu'on a prise, c'est que les oiseaux en ville sont beaucoup plus pâles que les oiseaux à la campagne. À quoi c'est dû ça? Bah, c'est que ils ont des carences dans certains nutriments, donc on appelle les caroténoïdes, qui sont un élément qu'ils trouvent dans leur régime alimentaire. Normalement, c'est dans les chenilles dodues qui sont riches en caroténoïdes. On trouve des mésanges en ville, mais malheureusement, elles n'ont pas forcément la nourriture qui est optimale pour elles, et donc ça se traduit du coup par des couleurs beaucoup plus ternes chez les mésanges en ville par rapport à la campagne. Et l'autre chose qu'on va constater aussi, c'est que les mésanges en ville pondent beaucoup moins d'œufs, certainement parce qu'elles ont moins de ressources alimentaires. Il y a moins d'insectes en ville qu'à la campagne. Et puis, de manière générale, il va y avoir beaucoup moins de poussins. Les poussins vont aussi grandir moins vite et il va y avoir beaucoup plus de mortalité en ville. Alors oui, les espèces s'adaptent,
Mais en même temps, voilà, c'est pas des conditions de vie idéales, notamment par exemple pour une espèce qui est insectivore. Et donc, ça va poser un certain nombre de questions de comment est-ce que nous, on peut rendre nos villes plus accueillantes à la vie. Et ça, c'est des choses que Marine a évoquées déjà sur les solutions euh, pour justement aider ces espèces. Et puis enfin, pour terminer, je voulais juste vous parler d'un aspect qui est directement en lien avec mon sujet de recherche. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Donc, ce sont toutes ces bactéries qu'il y a à l'intérieur des intestins de tous les êtres vivants. Et j'avais fait une étude du coup sur le microbiote intestinal des moineaux, en comparant les moineaux urbains et ruraux. Et en fait, on s'est rendu compte que les moineaux en ville avaient un microbiote totalement appauvri par rapport à ceux de la campagne, avec donc moins d'espèces bactériennes qui remplissaient moins de fonctions métaboliques. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que c'est en grande partie dû à l'alimentation. Donc, ils vont manger du gras, sucré, salé, tout ce qu'on vous dit d'éviter dans les publicités. Et c'est ça qui va avoir un impact sur leur microbiote intestinal avec du coup un effet néfaste sur leur santé. Alors oui, les espèces s'adaptent, mais finalement, elles pâtissent un peu des effets négatifs de toute cette nourriture qui est d'ailleurs très mauvaise pour nous, hein, transformée, qu'on laisse traîner dans nos vies. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur les oiseaux en ville. Et puis, je vais repasser la parole à Marine pour la partie discussion.